de syndrome grippal. Évidemment, on est au début de la pandémie. On a une expérience, je vous dirais, clinique de la dernière semaine sur le front. On voit grosso modo la présentation des patients les plus malades, donc ceux qui viennent à l'hôpital. Évidemment, vous avez probablement dans vos cliniques déjà eu à voir des patients avec des syndromes grippaux à des niveaux de sévérité variables aussi. Au lieu de tout réinventer la roue, moi personnellement, je me suis beaucoup inspiré d'un document qui est disponible sur le site de Pandémie Québec, qui a déjà été fait le 8 novembre, donc c'est très récent. C'est finalement une grille d'évaluation du patient adulte et je vous suggère de l'utiliser tout au moins au début pour orienter vos évaluations cliniques. Okay? Et ce que je vous présente actuellement, c'est vraiment cette grille-là qui est relativement bien faite. On va voir qu'il y a des petits bémols, puis on va en discuter rapidement aussi. Okay? Donc, on vous a fait des copies de la grille d'évaluation, mais inquiétez-vous pas si vous les perdez. Premièrement, on va en avoir au SNT. Deuxièmement, c'est très facile d'accès par Internet sur le site Pandémie Québec. Dans les outils cliniques, vous allez voir la grille d'évaluation pédiatrique, la grille d'évaluation adulte également. Grosso modo, cette grille-là va résumer assez rapidement les présentations, comment nos patients vont se présenter. Dans la première partie de la grille d'évaluation en haut, on voit la plupart des symptômes ou des raisons cliniques de consultation des patients que vous pourrez cocher. Grosso modo, on a vu que le syndrome grippal se manifeste comme d'autres grippes, donc avec des maux de gorge, mais aussi des myalgies, évidemment de la fièvre, des frissons. Par contre, comparativement à d'autres épidémies comme avec l'influenza, on a un petit peu plus de symptômes gastro-intestinaux. Donc les nausées, les vomissements sont beaucoup plus fréquents dans la présentation des patients H1N1. Ça doit nous mettre la puce à l'oreille également. Et les céphalées sont aussi des symptômes qui sont rapportés beaucoup avec la grippe H1N1. Donc, vous avez dans la grille d'évaluation l'ensemble des raisons principales de consultation d'un patient avec une possibilité de syndrome d'allure grippale. On peut ajouter d'autres symptômes parce qu'on peut se présenter avec des symptômes atypiques. Un des symptômes qu'on voit beaucoup ici à l'hôpital, donc pour des cas un peu plus sévères, c'est des douleurs thoraciques. Okay? Donc, en résumé, le syndrome grippal peut se présenter avec des symptômes de grippe habituelle. Par contre, une complication que je crois qui va être beaucoup présente, qu'on voit beaucoup, c'est la pneumonie secondaire bactérienne. Et à date, la plupart des cas qu'on a eu en pneumonie ont des douleurs thoraciques assez significatives aussi. Okay? Actuellement, à l'heure actuelle, on n'a pas vraiment l'épidémiologie, à savoir les pneumonies associées au syndrome grippal peuvent être de deux types. On a une partie des patients qui vont se présenter avec un syndrome grippal et une pneumonie probablement virale associée d'emblée, mais aussi l'autre mode de présentation qui est le patient qui aurait fait un syndrome grippal dans la semaine précédente, qui n'a pas consulté parce que ça s'estompait progressivement, et là, il se présente avec la pneumonie bactérienne secondaire et le tableau clinique d'une pneumonie classique. Okay? Et ça, actuellement, pour les patients hospitalisés, c'est un grand nombre de patients. Okay? Donc, la grille d'évaluation des symptômes vous permet un peu de screener là, les raisons pour lesquelles le patient va se présenter. Évidemment, il faut comprendre qu'il va y avoir un triage qui va faire en sorte que les patients vont consulter en site non traditionnel. Vous allez certainement avoir des patients qui vont essayer d'avoir des consultations pour diverses pathologies. Je vous rappelle que probablement, ça serait tout à fait indiqué à ce moment-là de rappeler que le site non traditionnel n'est là que pour l'évaluation des syndromes grippaux ou infectieux pulmonaires. Et puis, on n'aura pas le temps de régler probablement, à moins que vous ayez beaucoup de temps libre, les problèmes dermatologiques ou autres des patients. Okay? Parce que je m'attends à ce qu'il y ait des consultations qui vont être faites. On va essayer par la bande de consulter en même temps un médecin pour ça. Bon. Dans l'examen physique, on essaie de garder ça au plus simple. Okay? Évidemment, la prise de température va être faite au triage par l'infirmière. On va juste se rappeler que habituellement, un syndrome grippal, ça se présente avec la température souvent élevée. Okay? Par contre, on se rappelle que les patients les plus âgés ou des patients qui ont une forme d'immunosuppression qui peut être sévère à cause d'immunosuppression, à cause d'une pathologie basse, ou les gens, par exemple nos patients MPOC qui prennent souvent des stéroïdes, peuvent se présenter sans fièvre. Okay?
Donc, c'est un indicateur de la possibilité d'avoir un syndrome grippal, mais déjà, on a eu des cas, même intubés aux soins intensifs, des patients jeunes sans facteur de risque ou immunosuppression qui se présentent avec un syndrome grippal H1N1 sans fièvre. Donc, ce n'est pas un sine qua non. Ça fait partie des autres symptômes qu'il faut évaluer pour les patients qui se présentent avec une grippe de type H1N1. Okay? L'apparence de la peau, bon, évidemment, je pense qu'on peut passer rapidement. La cyanose étant un signe de désaturation significatif. Les fonctions mentales et psychomotrices qui sont dans la grille d'évaluation, je pense que sur ça, on résume surtout le fait d'avoir un patient qui a une somnolence ou une diminution légère de l'état de conscience jusqu'à sévère, qui signe un problème un peu plus gravissime, puis qui devra à ce moment-là assez rapidement être envoyé à la salle d'urgence. D'accord? Bon. Au niveau du système respiratoire, la clé, je pense, pour screener rapidement les patients, c'est la saturation à l'air ambiant. Okay? Dans le guide du ministère, on a établi comme facteur de sévérité une saturation à moins de 90 %. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Okay? Cependant, je pourrais vous dire qu'à partir de 92 % et moins, on est en droit, dépendant des autres symptômes, des autres signes associés, de se demander si le patient n'a pas une condition plus sévère nécessitant possiblement une consultation à la salle d'urgence. D'accord? Évidemment, la saturation pour les patients MPOC peut être variable. Si on a un patient qui a une saturation habituellement à 88 % puis il se présente avec son 88 % habituel, c'est peut-être moins inquiétant. On a laissé donc la possibilité pour un patient MPOC d'avoir une baisse de sa saturation habituelle. Ceci étant dit, dans les facteurs de sévérité ou les comorbidités significatives, un patient qui a déjà une MPOC hypoxémique ou oxygénodépendante, c'est un patient qui demeure à haut risque de complications et puis assez rapidement, s'il a des symptômes de décompensation, on va tout de même le référer en salle d'urgence, ce patient-là. Okay? Donc, à l'examen physique, le plus important, c'est les signes vitaux. On les a en bas, la tension artérielle, le rythme cardiaque ou le pouls, le rythme respiratoire, la température et la saturation à l'air ambiant. Okay? Évidemment, l'auscultation pulmonaire demeure une partie importante de l'examen physique. On va voir, par exemple, des patients qui se présentent avec des bronchospasmes importants. D'ailleurs, juste pour l'expérience de la dernière semaine, dans les patients hospitalisés, mis à part les patients avec des états de pneumonie ou de choc septique, une des raisons les principales actuellement pour l'admission en soins intensifs et même l'intubation a été des bronchospasmes importants. Okay? Donc, et on voit un peu à travers le Québec que les patients avec des pathologies de type asthmatique à la base sont parmi ceux qui sont à plus haut risque de complications lors d'un syndrome grippal de ce genre. Et à ce moment-là, évidemment, si le patient a une désaturation, des signes de bronchospasme importants, on devra songer peut-être à le référer au besoin dans une salle d'urgence. Ceci étant dit, il y a plusieurs patients avec un trouble asthmatique qui peuvent se présenter avec une décompensation légère de leur asthme et une grippe de type H1N1 et très bien évoluer à leur domicile. Donc, dans ce contexte-là, je pense que la prescription soit d'une majoration de leur corticostéroïde inhalé ou la prescription d'un corticostéroïde systémique peut être tout à fait adéquat avec un retour à domicile s'il n'y a pas de signe de décompensation plus sévère. D'accord? Bon. Alors, le ministère a déjà bien déterminé les conditions aggravantes, okay, ou les comorbidités qui doivent nous mettre la puce à l'oreille, à savoir mon patient, oui, il a une grippe H1N1, mais il est à plus haut risque de complications qu'un autre patient. Okay? Parmi ceux-là, on retient surtout, évidemment, la condition pulmonaire chronique, qui inclut la MPOC, mais aussi les asthmatiques, je vous dirais, modérés à sévères, qui sont à plus haut risque de complications. La grossesse, okay, évidemment, l'immunosuppression. L'immunosuppression, on ne l'a pas décrit davantage. Okay? Donc, c'est quoi une immunosuppression? Dans la vie de tous les jours, c'est tous les patients qui prennent des médicaments immunosuppresseurs. Et on doit inclure, je crois aussi, les patients qui prennent des corticostéroïdes à doses significatives de façon chronique ou très fréquente. Okay? Donc, pour moi, pour ma part, comme pneumologue, ça va chercher un bon nombre de mes patients MPOC, mais ça peut être des corticostéroïdes pris pour d'autres conditions, incluant les maladies inflammatoires systémiques et autres.
C'est actuellement les choses qu'on doit retenir comme étant les plus importantes, c'est donc la première colonne. Mais par la suite, évidemment, il peut y avoir une addition de facteurs de risque qui fait en sorte que notre patient est plus à risque. Okay? On a mis partout dans les lignes d'évaluation l'âge plus avancé. Okay? Dans le ministère, nous rappelle que la grippe de type H1N1 est peut-être moins fréquente chez les patients de plus de 60-65 ans. C'est vrai. Ceci étant dit, ceux parmi ce groupe d'âge-là qui attrapent la grippe de type H1N1 sont à plus haut risque de complications. Okay? Donc, ça arrive moins souvent dans ce groupe d'âge, mais une fois que ça arrive, ça fait partie des conditions aggravantes. Okay? Bon. Ensuite, on passe aux ordonnances collectives. Donc, selon votre évaluation clinique, on peut décider de demander un bilan complémentaire aux patients. Okay? Alors, dans les plus importants, évidemment, il va y avoir la radiographie pulmonaire. Parce que je vais parler de la présentation des patients avec des états pneumoniques, ça peut être des pneumonies virales ou bactériennes. Et dans quel contexte on va demander une radiographie pulmonaire? Dans la grille d'évaluation, on a simplifié ça beaucoup en disant des patients qui ont une auscultation anormale, incluant des crépitants, des souffles tubaires, etc. Des patients qui ont des douleurs thoraciques significatives, surtout si elles sont latéralisées, surtout si elles sont de type pleurétique, évidemment, on devrait à ce moment-là demander une radiographie pulmonaire. Et finalement, on a ajouté tous les patients qui ont une saturation inférieure à 92 %. Et encore une fois, je suis d'accord avec cette conduite-là. On devrait d'emblée, chez ces patients-là, demander une radiographie pulmonaire et possiblement un bilan complémentaire. Et finalement, les patients qui ont des tachypnées, des rythmes respiratoires supérieurs à 30 par minute, c'est encore une fois un indice de possibilité de complications pulmonaires qui nécessite une radiographie pulmonaire. Par la suite, on nous rappelle que le bilan sanguin, qui peut être à votre discrétion, qui peut inclure ce qu'on voit à droite, donc une formule sanguine, des électrolytes, BUN, créatinine, lactate. Bon, lactate, je pense que c'est un petit peu secondaire, là, mais grosso modo, électrolytes, créat, BUN, formule sanguine. On devrait considérer, demander ces bilans-là chez les patients qui ont des signes plus sévères. Okay? Donc, des symptômes critiques, une fréquence cardiaque augmentée, fréquence respiratoire augmentée, des tensions qui s'abaissent, et je crois que plusieurs patients nécessitant une radiographie pulmonaire, s'ils ont des anomalies à la radiographie pulmonaire, devraient avoir possiblement aussi un bilan sanguin. C'est des aides, évidemment, qu'on vous présente. Tu sais, c'est des aides à la décision clinique. On ne peut pas vous donner une recette d'emblée pour dire tel patient va avoir tel test. C'est laissé à votre jugement, mais c'est peut-être des rappels pour dire ouais, ça c'est des signes, des symptômes ou des comorbidités qui font en sorte que mon patient que j'ai devant moi est à plus haut risque de complications. D'accord? En dehors de ce qui est présenté dans la grille d'évaluation, j'ai mis des recommandations personnelles sur la gazométrie capillaire, l'ASTRA, qui va être disponible là-bas. Chez qui est-ce qu'on devrait faire une gazométrie capillaire qui, selon moi, après la radiographie pulmonaire, est un des tests les plus importants à demander chez les patients chez qui on suspecte une condition aggravante. Okay? Donc, tous les patients qui ont une maladie pulmonaire obstructive chronique ou un asthme, j'ai mis sévère, ça pourrait être modéré à sévère, okay? Et qui se présentent avec un syndrome d'allure grippale, devraient probablement avoir une gazométrie capillaire de fait. Surtout si on a présence d'une saturation abaissée à 92 %. Okay? Donc pour moi, tout patient qui se présente avec un syndrome grippal, peu importe l'âge, s'ils ont une saturation abaissée en bas de 92 %, ça prend, on l'a dit, une radiographie pulmonaire, mais certainement une gazométrie capillaire. Okay? Évidemment, tous les signes de détresse respiratoire, incluant la tachypnée, l'utilisation des muscles accessoires, des signes de bronchospasme, on devrait faire une gazométrie capillaire, qui est un test qui est disponible et dont on a le résultat dans les minutes qui suivent. D'accord? Maintenant, l'interprétation d'une gazométrie, on n'a pas besoin d'aller dans les détails, là, de l'insuffisance mixte, etc., etc. À la base, ce que je vous présente ici, c'est simplifié, okay? Mais je pense que ça peut résumer beaucoup la gazométrie dans le cas d'une pandémie d'H1N1. Un patient qui a une PCO2 augmentée, en haut de 45, le 45 étant à peu près la limite supérieure de la normale, avec un pH normal, ce que ça représente, c'est tout simplement un patient qui a une insuffisance respiratoire chronique, mais qui est compensée. Donc, on a plein de nos MPOC qui se promènent avec des PCO2 élevés, des pH normaux. Ces patients-là ne sont pas décompensés. Okay?
Donc, ce n'est pas l'état d'urgence. Même si on a une PCO2 à 55, quand le pH est normal, ce n'est pas l'état d'urgence. Le patient a tout simplement une condition chronique avec une insuffisance respiratoire chronique compensée. Pour compenser une CO2 augmentée, ça prend minimum 3 jours. Okay? Donc, ça fait plus de 3 jours que le patient retient du CO2, soit que c'est toujours comme ça ou qu'il couvre son syndrome respiratoire depuis plus de 3 jours. Je vous dirais qu'à ce moment-là, c'est encore possible de retourner ces patients-là à domicile avec un traitement. Okay? Mais il faut se rappeler que même s'ils ne sont pas décompensés, c'est des patients qui sont à risque de complications tout de même. Donc, dans l'inconfort ou dans l'incertitude, je crois qu'il n'y a pas de problème à référer des patients insuffisants chroniques pour une évaluation plus poussée. Okay? Par contre, le signal d'alarme, c'est quand on a une acidose. Okay? Donc, le pH est en bas de 7,35. Peu importe si c'est une acidose respiratoire ou métabolique, je considère que ces patients-là doivent être référés en salle d'urgence. Donc, insuffisance respiratoire aiguë, hein, c'est des patients qui sont à risque d'arrêt respiratoire, peuvent nécessiter un BIPAP ou même une intubation. Et un patient qui a une acidose métabolique aiguë aussi, hein, qu'on craint dans ce temps-là, c'est le développement possiblement d'un choc souvent septique, évidemment en cas de pandémie, ou ça peut être aussi des acidoses métaboliques secondaires à l'utilisation des muscles respiratoires augmentés, qui peut donner aussi, grosso modo, quand on a un pH en bas de 7,35, on envoie le patient à la salle d'urgence. Okay? Juste pour ceux qui vont utiliser le guide clinique, le gouvernement a mis une aide à la décision clinique, qui est l'indice de Port, okay, et l'indice de Curb 65. Okay? Je vous suggère de ne pas l'utiliser d'emblée. Okay? Parce que, premièrement, je ne la connais pas, elle est plus ou moins bien validée. Okay? C'est un peu comme les critères de Fine qu'on avait antérieurement en pneumonie qui nous disaient tu additionnes les chiffres, si tu es en haut de 65, tu t'en vas à l'hôpital, si tu es en bas de 65, tu t'en vas à la maison. Tu sais, grosso modo, c'était ça. Ça peut être utile. Par contre, comme si on regarde l'indice de Port, pour pouvoir faire le calcul de l'indice de Port, ça prend d'emblée que le patient a eu une radiographie pulmonaire, une formule sanguine, une glycémie, des électrolytes et un astra. Okay? Donc finalement, si le patient a eu tous ces tests-là, c'est probablement que si on a suivi le guide antérieurement, c'est probablement que le patient est relativement malade et probablement qu'il a déjà besoin d'être à la salle d'urgence. Si vous voulez l'utiliser, c'est pas interdit, donc c'est disponible. Je veux juste porter une attention particulière à la ligne ici, où je mets la flèche, où on dit que pour avoir 10 points, ça prend à la radiographie pulmonaire un épanchement pleural. Okay? Je ne comprends pas pourquoi c'est là. Donc, si vous voulez l'utiliser, je vous recommanderais de donner 10 points à un patient qui a un infiltrat pulmonaire ou un épanchement pleural. Okay? L'indice de Curb est un peu plus simple à côté. On va plus chercher la confusion, des signes d'altération de l'état de conscience, une augmentation de l'urée et ensuite tachypnée, tension qui s'abaisse et âge qui augmente. Donc ça, c'est plus simple, ça demande juste une urée. Si on veut l'utiliser, c'est possible, mais encore une fois, je crois qu'on ne devrait pas perdre nécessairement beaucoup de temps avec ça. Et vous avez par la suite l'interprétation de votre score si vous l'avez calculé. Okay? Et finalement, on a une partie sur le guide clinique pour la rédaction de notre note. Et finalement, on a une section d'ordonnance des laboratoires qu'on peut demander. Parce que ce guide-là pourrait être utilisé comme ordonnance également. D'accord? Mais je pense que l'intérêt est surtout d'aller chercher les symptômes, les signes principaux de conditions aggravantes pour pouvoir soit orienter le patient vers le domicile avec un traitement approprié ou pour les cas plus graves ou à plus haut risque de complications, notre partie de screening est faite et dans le doute, on peut n'importe quand envoyer le patient pour une référence en salle d'urgence. D'accord? Alors, c'est un peu ce que je voulais dire en 10 minutes. Comme vous voyez, là, je ne peux pas vous donner une recette infaillible d'évaluation des patients. Ça va vraiment avec le jugement clinique. Mais moi, personnellement, je considère que le travail que vous allez faire en SNT est déjà énorme. Vous allez réussir à screener et à retourner à domicile un grand nombre de patients. Et par contre, ce que je vous dirais, c'est que dans le doute, je pense qu'il n'y a aucun gêne à référer les patients dans la salle d'urgence. Déjà, on va avoir diminué la charge de travail de façon énorme, le travail des urgentologues. Hein? Que dis-tu là? Non, je pense que dans le doute, ça nous fera plaisir, ou ça fera plaisir aux urgentologues d'évaluer les patients que vous jugez
Même si on se trompe et on le retourne à la maison, c'est pas grave. Là. Si vous jugez que vous êtes inconfortable avec un retour à domicile pour le patient, c'est probablement le meilleur indice qu'il faut que le patient aille pour une évaluation en salle d'urgence.